Bonjour, nous sommes au Salon Prime Vert le vendredi 1er mars 2024. Chose extraordinaire, les faucheurs volontaires sont invités à un plateau télé. Vous imaginez un plateau télé. Alors ce n'est pas un plateau télé où on mange devant la télé, non, 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 ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une scène ouverte. C'est-à-dire que nous sommes invités à parler, nous, faucheurs volontaires, de notre mouvement, de ce que nous faisons, de l'histoire et des enjeux actuels. Voilà, donc on est quelques-uns à représenter les faucheurs volontaires. Nous ne sommes pas très habitués à ce genre d'opération, donc merci de votre indulgence. Alors, les faucheurs volontaires, je ne sais pas si c'est très utile de les présenter, mais quand même, Jean-Luc, tu peux en dire un mot, s'il te plaît, pour dire un peu ce que c'est que ce mouvement? Un petit mot sur l'historique alors. Disons que les premiers fauchages ont eu lieu pas loin d'ici, tout près d'ici, à Saint-Georges-d'Espérange, en 1997, dans l'Isère. Il y avait Monsanto qui avait son siège social à Bron, tout près d'ici, là. Et il y avait des essais de colza transgénique à Saint-Georges-d'Espérange, donc dans l'Isère, là-bas pas très loin. Et le premier fauchage, ça a été en 1997, donc avec tout un tas de gens, des paysans de la Confédération paysanne, mais aussi d'autres gens d'associations de consommateurs, d'associations diverses. Et on était, je sais pas, 300 ou 400. Hein. Et il y a eu après toute une série de fauchages jusqu'en 2003, qui était plus le fait de la Confédération paysanne. Et à partir de 2003, il y a eu un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Lébouban, qui faisait partie des Compagnons de l'Arche, hein, qui était donc sur un mouvement de non-violence sur le plateau du Larzac, qui a justement une fête du Larzac en 2003, qui a lancé un bureau de recrutement en disant c'est pas normal que la lutte contre les OGM, ça repose que sur les paysans de la Confédération paysanne. En plus, la Confédération paysanne qui devenait en danger financier parce qu'il y avait des procès, il fallait payer des dommages et intérêts, donc ça devenait compliqué. Et du coup, Jean-Baptiste, il a dit, ben voilà, on va créer le mouvement des faucheurs volontaires de manière à ce qu'il y ait tout un tas de gens, que ce soit la société civile qui prenne le relais. Et oui, ça a été le début en 2003. Voilà, en fait, l'intention, c'était de dire que c'est pas un problème que paysan, c'est un problème sociétal. On est bien d'accord. Bon, alors, on dit faucheur volontaire d'OGM. Alors, OGM, qu'est-ce que c'est un OGM? Un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire, il est modifié de main humaine et ce n'est pas un organisme naturel. Quand on parle d'OGM, il faut toujours voir la main de l'homme derrière. Et on agit directement sur le matériel génétique. C'est donc du matériel génétique qui est modifié de main humaine. C'est pas naturel. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est un danger? Qu'est-ce que ça représente en fait pour la société civile et pour tout le monde en général? C'est manipulé. Oui, c'est de main humaine. Donc on pourrait dire manipuler, c'est le même mot. Hein. Enfin, c'est la même première lettre. Tous les OGM sont des organismes manipulés. Quand on manipule un génome, on crée aussi plein d'effets secondaires qui sont indésirables ou de toute façon qu'on ne connaît pas. Et le principe de précaution déjà serait de dire on arrête, on attend de voir avant de lancer ça. Deuxième truc, c'est toujours pesticides. C'est toujours lié aux pesticides en fait, soit parce que ça supporte, ça tolère des pesticides, des herbicides par exemple comme le maïs ou le colza ou le soja résistant au Roundup par exemple. Et c'est toujours breveté. Donc c'est vraiment les trois caractéristiques de tous les OGM, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Bon, alors ce mouvement existe et lutte contre les OGM, mais normalement ça devrait bien être fini puisque ces OGM, il y a un moratoire en France. Quel intérêt de poursuivre encore ces interventions et cette oui, il lutte? n'y en a plus d'OGM en France. Il paraît. Alors, qu'en est-il? En fait, c'est faux. Les premiers OGM étaient ce qu'on appelle des transgéniques, c'est-à-dire on prenait un gène d'un organisme, on le mettait dans un autre organisme. Voilà. Et après, il y a eu d'autres techniques. Effectivement, il y a eu un moratoire parce que la société civile et les paysans sont montés au créneau à cause des contaminations possibles des OGM
des cultures conventionnelles par les OGM. Et c'est évidemment ça qui a fait plier le gouvernement. Et on a obtenu d'abord un moratoire, puis après l'interdiction de l'OGM qui était cultivé en France, qui était le maïs Monsanto 810. Et ça n'a pas duré du coup bien longtemps en France, cette culture. Depuis, les transgéniques sont interdits en France. Mais entre-temps, on a fabriqué d'autres OGM qui sont obtenus de main humaine sur le génome directement, en faisant muter les plantes sur des cultures de cellules en laboratoire. Voilà. Et donc là, on a eu toute une génération d'OGM qui sont cultivés toujours en France, donc qui ont été cultivés à peu près aux alentours des années 2010, qui sont toujours cultivés en France, qui sont, comme disait Jean-Luc, des OGM pesticides, puisque ce sont des OGM rendus tolérants aux herbicides, mais cultivés avec cet herbicide, bien sûr. Puisqu'ils sont tolérants à l'herbicide, on leur met l'herbicide et ils sont génétiquement modifiés pour le tolérer. Donc ils sont imbibés de pesticides qu'on va ensuite mettre sur le marché. Donc ces OGM-là, c'est du colza et c'est du tournesol. Voilà. Mais il y en a toujours qui sont cultivés en ce moment. Sauf qu'ils ont été cachés et qu'ils le sont toujours. Alors, il y a toute une mobilisation citoyenne qui s'est montée et qui nous a fait gagner sur ce terrain-là en 2018 et 2020, mais l'État l'État ne s'exécute pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas pour autant interdit cette culture des OGM VRTH obtenus par mutagénèse sur des cellules en laboratoire. Malgré les injonctions de nos propres institutions, comme le Conseil d'État. Oui, je voulais dire qu'il y avait une autre catégorie d'OGM qui entrait sur le territoire. C'est tous les produits qui entrent dans l'alimentation animale, par exemple le soja transgénique du Brésil, du Canada, etc., qui est importé, qui arrive dans les ports Saint-Nazaire, Lorient, etc., et Sète, et qui se retrouve dans l'alimentation animale. Et la législation précise que quand un OGM passe dans l'alimentation animale, il n'y a pas d'étiquetage obligatoire sur les produits. Par exemple, si on consomme du lait de vache qui a consommé des OGM, on n'a pas besoin d'étiqueter le lait. Et en fait, c'est vrai que tous les élevages industriels utilisent souvent ce genre d'aliments. D'accord. Là, on est au salon Prime Vert. On voit des gens passer dans les allées, etc. Le salon Prime Vert, c'est un salon complètement bio. Alors, qu'en est-il de ceux qui veulent manger proprement, qui veulent manger sainement, qui veulent manger bio? Comment faire? C'est compliqué quand on est en phase de culture OGM, quand notre voisin produit des OGM. On voit par exemple aujourd'hui, en Espagne notamment, il n'y a pas eu d'interdiction sur le Mont 810, sur le maïs Mont 810. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que toutes les cultures ont été plus ou moins petit à petit contaminées. Et aujourd'hui, on a de grandes difficultés à trouver du maïs bio ou non OGM en Espagne parce que c'est la contamination partout. C'est vrai qu'en France, on a évité ça, encore qu'il y a les frontières, les Pyrénées, etc. Mais voilà. Alors, ça sera de pire en pire parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau projet de dérèglement, on ne saura même pas si ce qu'on achète comme semence et ce qu'on achète est-ce qu'on a dans nos champs, on ne saura même pas si c'est OGM en fait. Il n'y aura plus de traçabilité. En fait, tu dis ça, mais on ne comprend pas bien pourquoi maintenant il y aurait plus de danger qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux d'aujourd'hui alors? Les enjeux, Jean-Luc l'a dit, c'est essentiellement les pesticides, parce que 99% des OGM sont et resteront sûrement des OGM pesticides, parce que soi-disant qu'avec des herbicides, on augmente les rendements. Et comme on cherche à augmenter soi-disant les rendements, eh bien voilà, il y aura toujours ce problème des herbicides. Alors maintenant, il y a de nouveaux OGM tout à fait différents, enfin que l'on voudrait faire passer pour différents, qu'on appelle des nouveaux OGM.
Voilà. Et ces nouveaux OGM, pourquoi on dit qu'ils sont nouveaux, c'est en fait que les techniques ont évolué et que, soi-disant, on a des techniques plus précises, avec des outils plus précis, et qu'on pourrait faire ainsi des modifications plus petites. Mais on les appelle plus OGM, on les appelle plus OGM. Oui, c'est ce que je veux dire. Et en réalité, ces OGM-là, qui en sont complètement, parce qu'ils répondent à la définition d'un organisme génétiquement manipulé et fabriqué en labo, qui c'est pas du tout naturel, eh bien ces OGM-là, on prétend, du moins la Commission européenne dans les propositions de nouveaux règlements qu'elle a fait, prétend que ces OGM issus des nouvelles technologies seraient similaires, équivalents aux plantes naturelles et aux plantes obtenues par sélection conventionnelle. Et ça, c'est pas vrai alors? Et ça, c'est absolument pas vrai. D'abord parce que quand on fait des mutations sur des gènes, ça ne ressemble pas du tout à des mutations dans la nature, parce que dans la nature, la fréquence des mutations est beaucoup plus faible et que derrière, il y a le tri qui est fait par la sélection naturelle. Et il faut penser à l'évolution du vivant qui se fait au cours de milliers et millions d'années. Donc ça n'a rien à voir avec le temps du laboratoire. Il y a ça qui fait que c'est pas naturel. Voilà. Et puis Ensuite, l'équivalence est basée sur des critères d'équivalence que la CE, que la Commission européenne a elle-même pondus, et qui sont en fait des critères d'équivalence que sur les séquences génétiques, c'est-à-dire une suite de lettres sur un écran d'ordinateur. Donc voilà, on en est là. On dit que ces séquences sont équivalentes aux séquences naturelles, ce qui est absolument faux, et qu'en plus, on ne peut pas les distinguer. En fait, la CE dit qu'on ne peut pas les distinguer. Donc il y a plein de contradictions dans le texte de la CE, et on en est là, on étudie ce texte. Oui, mais alors, que disent les scientifiques? Tout le monde est dupe de cette tricherie? Comment ça se passe? C'est quand même un comble, quoi. Je veux dire, comment c'est possible de décider de choses pareilles? Alors, d'autoriser des choses qui jusqu'à maintenant étaient interdites. Si la communauté scientifique est d'accord, je ne sais pas, moi. Dis-moi un petit peu ce qu'il en est. Alors, il y a quand même eu un rapport de l'ANSES récemment sur les nouvelles techniques OGM, et ce rapport dit que la nouvelle réglementation s'appuie sur des bases absolument pas scientifiques. Il n'y a aucune base scientifique dans les catégories qu'ils ont créées. Ils ont créé 2 catégories, les NGT1, les NGT2, et l'ANSES dit qu'il n'y a aucune base, parce que NGT1, ça veut dire que c'est ceux qui seront pas qui n'auront pas besoin d'avoir une autorisation, qui n'auront pas besoin d'être tracés, pas réglementés, pas étiquetés. Donc, et ce sera la majorité. Donc l'ANSES, elle dit, parce que donc cette catégorie-là, ça sera tous les organismes qui ont moins de 20 modifications génétiques. Ce qui ne veut rien dire scientifiquement, parce que même s'il y avait qu'une toute petite modification génétique, et attention, modification génétique, ils ne veulent même pas dire mutation, mais s'il y avait juste une minuscule modification génétique, ça pourrait avoir des effets considérables. Il n'y a pas un rapport de taille entre les deux. Donc, ce n'est pas parce qu'on bouge un seul élément dans l'ADN qu'on ne va pas créer de grands bouleversements. Et cela va même, tenez-vous bien, jusqu'à une réorganisation des chromosomes, ce qu'on appelle des orages chromosomiques. Donc c'est vous dire qu'en fait, de petits effets peuvent avoir, de petites causes peuvent avoir de très grands effets. Alors, les copains... Donc, ce n'est pas fondé du tout scientifiquement. L'histoire des 20 nucléotides n'a aucun fondement scientifique. Et quand on a découvert ce texte, on a lu cette annexe 1, et effectivement, on a tout de suite dénoncé ce manque dès juillet, dès l'apparition du texte. On a déjà dénoncé à ce moment-là ce texte qui n'est pas scientifique, mais qui est un texte politique. C'est-à-dire que derrière, il y a le choix des lobbies qui ont influencé la Commission européenne. D'accord. Donc en Europe, on parle de NTG. C'est vous qui avez prononcé ce terme. Il faut dire quand même ce que c'est. C'est nouvelle technique génomique. Donc en fait, on parle de technique ou on parle d'organisme? Les deux, parce que c'est avec ces techniques qu'on prétend faire de nouveaux organismes.
Donc c'est forcément les deux. Alors, quelle perspective on peut avoir, nous faucheurs, et pour la société civile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il y a un gros problème qu'on n'en a pas parlé, c'est la question du brevet. Parce que tous les OGM sont brevetés. Tous les OGM, toutes les techniques et les OGM aujourd'hui font l'objet d'un brevet. C'est ce qui intéresse les firmes. S'il n'y avait pas de brevet, il n'y aurait pas d'OGM. Et en fait, avec les nouveaux OGM, parce que nous, en tant que paysans, c'est vrai que c'est un gros problème le brevet. Parce que un brevet sur une séquence génétique ou sur une plante, ça veut dire que c'est la propriété, c'est la firme, c'est le semencier qui l'a. Et à terme, ce qui est en jeu, c'est la mainmise sur l'agriculture mondiale et sur l'alimentation mondiale. Parce que les firmes font la course au brevet. C'est celui qui a plus de brevets qui est le plus... qui gagne, on va dire. Et ça, avec les nouveaux OGM, ça sera encore pire qu'avec les anciens, parce qu'avec les anciens, en fait, c'était dangereux parce qu'on pouvait être contaminé par le pollen, par des graines transgéniques, par plein de choses. Mais là, en plus, on pourra se retrouver chez nous avec nos semences traditionnelles qui viennent de nos parents, grands-parents, etc., ou d'autres voisins, qui soi-disant ont le même trait génétique. La même information génétique que quelque chose qui est breveté, et la firme viendra revendiquer chez nous la propriété de ces vieilles variétés. C'est vraiment un gros problème pour tout ce qui est semences paysannes et tout ce qui est agriculture biologique. Là, on est vraiment dans de gros enjeux, quoi. Bon, alors ça veut dire que toutes les personnes ici qui fréquentent le salon Prime Vert devraient se mobiliser contre ces nouvelles intentions de l'Europe. On est bien d'accord? Puisqu'il n'y aurait plus finalement de limite à l'invasion, et on serait pris, on aurait les mains et notre assiette prise entre Syngenta, Pioneer, Monsanto, Bayer Monsanto, parce qu'il y a des regroupements. Maintenant, ils sont combien les semenciers au niveau mondial? 5 si ils on sont compte les 4-5, voilà. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on en lance un vaste appel à mobilisation, alors. Et puis on voit bien, par exemple, en 2008, quand on a gagné sur le Mont 810, sur le maïs Mont 810, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il y a eu donc les faucheurs volontaires qui ont fauché des tas de parcelles de maïs. Il y a eu toute la société civile qui s'est mobilisée. Vous vous rappelez les gens qui allaient dans les magasins, dans les grands magasins, avec leur petite liste de produits qui ne contiennent pas d'OGM, une liste qui était faite par Greenpeace. Il y a des collectifs qui sont créés un peu partout, qui sont allés voir les députés, il y a eu une grosse mobilisation. Et c'est ça qui, en fait, a amené la victoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans le même cas de figure, sauf qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Parce qu'il y a des élections européennes bientôt, et nos grands là-haut de la Commission européenne et de l'Union européenne, ils voudraient bien que ça passe très très vite, de manière qu'après les élections, on n'en parle plus. Alors, oui, est-ce que tu peux nous parler d'un agenda? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose déjà en perspective? Déjà, la commission environnement du Parlement européen a été plus loin que la proposition de la Commission européenne. Et en particulier, et c'est un scoop, elle a validé le fait qu'il faudrait aussi déréglementer les micro-organismes et les animaux. Alors pour les micro-organismes, c'est catastrophique parce que ça veut dire que les micro-organismes génétiquement modifiés qui pour le moment étaient dans des bioréacteurs, c'est-à-dire en milieu confiné, vont être libérés dans l'environnement, en particulier dans les sols. Ça se fait déjà aux États-Unis où on a mis les bactéries des nodosités des légumineuses dans le sol pour que le maïs puisse directement capter l'azote de l'air. Alors je simplifie évidemment, mais c'est ça. Pour qu'il y ait une assimilation par le maïs de l'azote de l'air. C'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer de transformer des plantes normales en plantes légumineuses. Voilà. Et sans savoir les conséquences. D'ailleurs, les conséquences, on ne peut pas les connaître. Elles sont imprévisibles. Elles sont même inimaginables. Voilà. Donc, on en est là. Le coût des micro-organismes, c'était absolument terrible. Terrible. Et ils veulent aussi que les animaux GM soient déréglementés, mais ça, il y a moins d'animaux GM. En fait, ils essayent de bidouiller la nature, mais la nature, ils la connaissent
De mieux en mieux, certes, de mieux en mieux, mais encore loin de la connaître entièrement, et de toute façon, ce ne sera pas possible de connaître entièrement tous les processus, parce que dans l'évolution du vivant, il y a eu des impasses, et puis il y a des choses qui n'ont pas été fossilisées, et donc on n'a pas connaissance. Voilà. Mais c'est quand même des apprentis sorciers. Voilà, donc on peut parler d'apprentis sorciers, c'est-à-dire qu'en fait, ils bidouillent des choses sans trop savoir à quoi ça correspond, à quoi ça peut servir et à quoi ça peut, ou jusqu'où ça peut aller. Alors, on a quand même aussi, j'ai entendu parler, moi, de produits qui seraient maintenant non liés à l'ADN, mais à l'ARN. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, et on s'en souvient encore, hein, ces vaccins à ARN, bon, et ça a quand même fait un petit tollé, et ça a été compliqué, mais maintenant, on en a parlé. Est-ce qu'il y a encore des choses, des dangers pires encore qui pourraient arriver avec ces produits ARN? Non, c'est pareil, c'est des dangers les mêmes, ARN ou ADN. Alors avec les vaccins, la population a accepté les vaccins ARN, pas tous, bien sûr pas tous, mais globalement a cru que c'était les mêmes vaccins que les vaccins de Pasteur, donc évidemment ça a marché. Dans ces vaccins, il y a de l'ARN. ARN n'est pas du tout naturel, c'est un ADN qui frise la biologie de synthèse et les nanotechnologies. Enfin, c'est enrobé dans une particule de nanotechnologie. Donc tout ça, ça fait que l'ARN a le vent en poupe et que les startups, les labos reçoivent plein de fric dans les recherches sur l'ADN. Chez l'homme, mais aussi chez les plantes. Alors chez les plantes, à quoi ça va consister? Ça va soit être des plantes qui vont fabriquer certains ARN qui auraient le rôle de pesticides, donc en général d'herbicides ou d'insecticides. Donc soit c'est les plantes qui vont le fabriquer, soit on va pulvériser les plantes avec ces produits ARN qui vont remplacer les produits chimiques. Voilà. Mais c'est dans le même esprit que l'industrie chimique. Hein. Puis on ne sait pas encore si ça va marcher. Hein. Bon, ben alors les faucheurs ont de beaux jours devant eux parce qu'il va falloir continuer à se battre et continuer la lutte. Alors peut-être pas toujours dans les champs, mais il va peut-être falloir un petit peu qu'on aille secouer et nos parlementaires, et donc nos élus, et peut-être aussi les labos, parce qu'on ne va pas les laisser en permanence faire ce qu'ils veulent et laisser quelques experts décider pour l'ensemble de la société, de l'avenir du monde, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est même pas quelques experts, c'est quelques multinationales. Ouais, on vous invite à nous rejoindre, voilà, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est vrai qu'on est dans une situation au niveau vraiment de la lutte, on va dire, la lutte qui était plutôt celle des faucheurs jusqu'à présent, c'est-à-dire d'aller dans les champs et les faucher d'une manière non violente et à visage découvert. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il n'y aura plus de transparence. C'est-à-dire qu'on ne saura plus où ils se trouvent, où ils sont cachés, quoi. Ils vont être vraiment libérés dans la nature et dans les assiettes. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut? Et même aujourd'hui, il y a quand même quelque chose aussi d'important, c'est qu'il y a quelquefois, souvent, des brevets, parce qu'il y a plein de brevets aujourd'hui sur les nouveaux OGM. Sur les nouvelles techniques OGM, il y a plein de brevets qui existent. Il y a très peu de plantes. Ils mettent des brevets sur des choses qui n'existent pas encore. Oui, mais parce que le marché des brevets, c'est un marché, ça rapporte comme autre chose, quoi. En fait, c'est des promesses, on s'en fout qu'elles soient pas tenues. Ouais. Si les promesses elles-mêmes sont source de fric, ben ça marche, quoi. Comment transformer des promesses en or? On en est là. Bon. Ah ben on va finir en chanson, alors. Les OGM, c'est un peu la loi des lobbies, hein. Ouais. Et puis c'est ou la bourse ou c'est la vie, hein. Et ouais. OGM, c'est la loi des lobbies, ou c'est la bourse ou c'est la vie. OGM, c'est la loi des lobbies, ou c'est la bourse ou c'est la vie. Oh, j'aime pas CRISPR qui nous les casse. Oh, j'aime pas CRISPR qui nous les casse. Oh, j'aime pas CRISPR, c'est un outil des biotech. Nos semences à la ramasse. Oh, j'aime pas nos semences à la ramasse. OGM, c'est la loi des lobbies, ou c'est la bourse ou c'est la vie. OGM, c'est la loi des lobbies, ou c'est la bourse ou c'est la vie.